Alors, bienvenue à tous et à toutes. Effectivement, on va vous présenter ce matin le résultat de l'étude MIPS sur la partie internaute. Alors, je reviendrai pas sur les évolutions de l'étude MIPS, vous aurez ça dans le rapport, mais vous verrez que l'étude évolue et vous aurez maintenant tous les 6 mois une thématique qui sera présentée. Donc, on commence pour cette nouvelle version de l'étude MIPS par les internautes. Cette restitution donc va être assurée par moi-même dans un premier temps et ensuite par Jérôme Notin, donc le responsable de cette partie internaute, directeur général du GIP ACIMA. Alors, en préambule, on rappelle les objectifs de l'enquête, comme tous les 2 ans. Cette étude s'intéresse effectivement à l'état des lieux, des pratiques de sécurité, de l'information sur une population, sur une cible qui peut être différente, de façon à déterminer les tendances. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que cette étude existe depuis plus de 20 ans maintenant, et donc elle permet réellement aussi de se projeter dans le temps et de voir les évolutions sur un certain nombre de problématiques qui perdurent dans le temps. La cible pour ce jour, c'est, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, les internautes. Donc, monsieur et madame tout le monde, vous, moi, qui vont utiliser le système d'information de manière générale. La publication du rapport sera faite demain. On est dans les toutes dernières finitions du document, donc un document d'une 40aine de pages, très très complet, qui va vous être présenté en partie par Jérôme tout à l'heure. Et il sera bien sûr, comme à son habitude, disponible sur le site du CLUSIF. Voilà, la démarche retenue, démarche classique pour cette étude, pour l'étude MIPS, un questionnaire élaboré par un groupe de travail, ça s'est fait en mars et avril de cette année, une enquête qui a été confiée à un cabinet d'études marketing spécialisé, cette année c'était le cabinet Focus Marketing, donc cette enquête elle est totalement indépendante, c'est pas le CLUSIF qui l'a fait, mais elle est sous-traitée à un cabinet dont c'est le cœur de métier, qui sait de quoi il parle d'un point de vue enquête et au sens analytique et statistique du terme, et des résultats donc analysés par le groupe d'experts. Donc ces résultats ont été analysés au cours de l'été et en début de rentrée, voilà, jusqu'il y a quelques semaines encore, et la restitution des résultats aujourd'hui, la publication du rapport donc demain. L'enquête est réalisée en 2022 et porte sur les données 2021. Les cibles donc internautes, le panel qui a été sondé sur cette problématique représente 1000 personnes, donc un panel tout à fait classique dans ce type d'enquête statistique. Un échantillon donc statistiquement représentatif avec des chiffres basés sur les données de l'INSEE. Ça veut dire que l'on va retrouver une répartition tout à fait cohérente et officielle au regard de la population française. Alors, une petite chose que j'ai pas dit encore, c'est que les personnes sont toutes des personnes de 15 ans ou plus pour des raisons techniques. Lorsque l'on veut interroger des personnes de moins de 15 ans, il faut une autorisation des parents et là, tout de suite, ça devient très compliqué. À partir de 15 ans, on n'a pas besoin de cette autorisation. On retrouve 52% de femmes, 48% d'hommes, représentatifs de la population française, 45% moins de 45 ans, 31 plus de 60 ans, 58% sont des actifs, 42% soit retraités, élèves étudiants ou sans profession, et 37% sont des familles avec enfants. Et vous avez la répartition par secteur géographique dans la petite carte à côté, je ne m'attarde pas dessus. Enfin, le questionnaire qui a été soumis aux internautes pour leurs réponses et qui a ensuite été analysé, les résultats qui ont été analysés, se positionnent en 4 volets. Un premier volet sur le profil des internautes et leur inventaire informatique au sens large, il y a des objets connectés aussi dedans par exemple, on le verra tout à l'heure. La perception, la sensibilité aux menaces et aux risques, donc là où on cherche à comprendre comment les menaces, les risques sont perçus par les personnes. Ensuite, quels sont leurs usages, comment ils utilisent leur informatique, toujours au sens large. Et ensuite, comment ils se comportent d'un point de vue sécurité. Et ce qui va être très intéressant dans cette étude, c'est de croiser la perception et la réalité de ce qu'ils font, donc en particulier le volet 2, le volet 2 et le volet 4, de façon à se rendre compte ou pas d'écarts potentiels. Voilà. Si j'ai peur, est-ce que réellement je me protège? Si j'ai pas peur, est-ce que je me protège pas? Mais je ne déflore pas plus avant.
Et je vais passer à, pardon, une dernière petite dédicace, spéciale dédicace. Alors à Jérôme en particulier, parce qu'effectivement, en tant que responsable de cette thématique internaute, il pourra le confirmer lui-même, c'est un sacré boulot et un sacré travail. Et merci à lui. Bien entendu, à tous les experts qui ont travaillé avec lui sur le sujet. La liste, vous l'aurez de façon exhaustive dans le rapport. Bien sûr, à l'ensemble du conseil d'administration et au président du CLUSIF qui nous font encore et toujours confiance, et à l'ensemble des permanents ou permanentes, beaucoup de dames mais quelques messieurs aussi au sein du CLUSIF. Voilà, donc vraiment spéciale dédicace à toutes ces personnes sans qui cette étude ne serait pas possible. Jérôme, je te passe la main, le temps d'un petit swap physique. Je vous retrouve pour la partie questions tout à l'heure. À toi, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Lionel, merci Juliette. Lionel l'a dit, c'est une étude qui a un historique important et moi je suis particulièrement content de participer à cette étude parce que selon moi c'est vraiment l'étude la plus complète qu'on ait sur les thématiques qui sont identifiées depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui on va parler des internautes, il y a également les entreprises et les collectivités ou le monde hospitalier historiquement. Donc voilà, c'est une étude qui est extrêmement intéressante pour nous, je pense, nous tous de la communauté et puis peut-être vous journalistes, je crois qu'il y a quelques journalistes, donc j'espère que vous allez retrouver des choses intéressantes dans l'étude et la restitution que je vous fais à partir de maintenant. Donc les 4 piliers, on va commencer évidemment par le premier, donc profil des internautes et des inventaires informatiques. La première question portait sur les équipements. Donc, quels équipements professionnels ou personnels utilisez-vous pour vous connecter à Internet à votre domicile? Tous les points sont importants. On voit sans surprise qu'il y a une évolution depuis de nombreuses années sur l'utilisation des smartphones. Je vais dire smartphone, téléphone intelligent, mais bon, c'est smartphone dans l'étude. Donc, voilà, les smartphones dominent depuis déjà maintenant l'année 2020. Ils étaient à égalité en 2018 avec les ordinateurs portables. On voit qu'il y avait eu une baisse des ordinateurs portables en 2020, mais ça revient. Évidemment, je vais pas trop parler d'effet Covid, même si évidemment il y a eu un impact sur les usages et les équipements et sur l'appréhension du risque. Mais voilà, on peut d'ores et déjà considérer que le fait d'avoir des ordinateurs portables pendant les périodes de confinement a favorisé l'utilisation d'Internet à domicile. On voit une évolution notable concernant donc les tablettes et les consoles de jeux qui augmentent fortement, en particulier chez les personnes âgées de 15 à 44 ans. Donc, on a 68% aujourd'hui de cette population qui utilise ces équipements-là pour se connecter à Internet. Et puis, quand on regarde, c'est ce que nous permet l'étude et qui est qui est très intéressante, évidemment, parce que aussi, elle nous permet d'avoir une granularité par rapport à des profils de population. Et donc, les cadres supérieurs, ce sont des gens qui sont majoritairement utilisateurs de ces équipements pour se connecter à Internet. Je vais pas vous le dire beaucoup, en tout cas je vais essayer, mais là, comme l'a dit Lionel aussi, c'est une restitution. L'étude que vous aurez à disposition demain va beaucoup plus loin dans l'analyse. On a extrait uniquement que certains éléments, certains sont assez surprenants et ne sont pas volontairement, en tout cas c'est le choix qu'on a fait, ne vont pas faire l'objet de cette restitution. Donc voilà, je vous invite vraiment à porter attention à la lecture du document qui a été produit par l'équipe. Les objets connectés, évidemment, là aussi, sans grande surprise, on a une augmentation du nombre d'objets connectés en utilisation dans les domaines personnels des internautes. On avait en moyenne 2,7 objets connectés en 2020. On a en 2022 3,7 équipements objets connectés à nos domiciles. On voit qu'il n'y a pas énormément d'évolution concernant tout ce qui est télévision, tout ce qui est console de jeu. Le taux d'équipement reste à peu près identique, en tout cas quand ils sont connectés. Par contre, on voit une augmentation importante des montres et des bracelets qui sont connectés, puisqu'on a 9 points supplémentaires 11 points, puisque je dis pas de bêtises, 11 points, c'est 27 à 16. Donc on est bien à 11 points, donc entre 2020 et 2022. Et puis question, partie des travaux de ce groupe de travail, c'est d'améliorer, de faire évoluer le questionnaire. Donc on retire parfois des questions, on en rajoute. Et donc une nouvelle entrée dans le sondage consistait à poser la question du taux d'équipement des assistants vocaux. Et donc il n'y a pas d'historique, mais on voit qu'aujourd'hui, 23% des foyers français en sont équipés.
Les connexions en dehors du domicile, on a vu le domicile, maintenant on sort du domicile. Vous connectez-vous à Internet avec un ou plusieurs équipements mobiles, ordinateur portable, tablette, smartphone. Là aussi, sans grande surprise, on voit une évolution, en particulier du fait, je pense, nous pensons que les forfaits opérateurs sont de moins en moins chers et permettent de plus en plus d'accès à de la data, en quantité de data et en termes de bande passante, largeur de bande passante. Donc aujourd'hui, on n'a plus que 9% des internautes qui ne se connectent pas à Internet en dehors du domicile. Quand on revient sur l'historique et qu'on voit en 2012, par exemple, ils étaient 33%, hein, la partie droite. Et puis là encore, quand on regarde un petit peu dans le détail des populations qui se connectent le plus, eh bien, un cadre supérieur sur deux, mais 46% des employés et 48% se connectent en dehors de domicile en permanence. On a une statistique là qui est les 37% qui sont toujours connectés. Et quand on regarde ces profils-là, donc on voit que les cadres supérieurs et les employés et les 15-29 ans sont quand même majoritaires par rapport aux autres tranches de population. Passons aux usages des internautes, donc deuxième volet de l'étude, pardon. Donc le Wi-Fi à domicile, là on a déjà des chiffres qui sont très hauts, hein, donc à un moment on atteint un plafond de verre. Il y a peu d'évolution par rapport à 2018. On a aujourd'hui 92% de la population française internaute qui se connecte à son domicile avec une connexion Wi-Fi. Les 15-29 ans, ils recourent quasiment tous, 98% utilisent le Wi-Fi à domicile. Et puis il y a toujours une partie de réfractaires qu'on analyse et qu'on sonde également, donc ceux qui ne se connectent pas à domicile, les 8% restants sur la masse générale. Eh bien donc les questions et les raisons évoquées pour ne pas se connecter donc sont à 27% qui ne sont tout simplement pas équipés, 21% pour des raisons de sécurité de l'information. C'est assez intéressant. Et puis 10% invoquent des questions de santé. Données et ordinateur personnel. Donc, quel type de données manipulez-vous avec votre ordinateur personnel et où les stockez-vous? On parle bien des données depuis l'ordinateur personnel. On voit une baisse assez surprenante d'utilisation de photos et de vidéos personnelles sur les ordinateurs personnels. Hein, c'est la colonne de gauche. On voit également une baisse. J'aurais dû le rappeler, pardon. Donc, on a 82% là qui est encadré, et puis à droite, on a 86% faisant référence aux chiffres de la précédente étude, donc en l'occurrence 2020. Donc en 2020, ils étaient 86%. Nous étions 86% à utiliser donc nos ordinateurs personnels pour manipuler et stocker des données des photos et des vidéos. On n'est plus 82% en 2022. Le stockage des ordinateurs, évidemment, le stockage sur l'ordinateur reste extrêmement important. Par contre, il y a une évolution très importante. On passe sur la colonne de droite par des internautes qui stockent ces données dans son ordinateur, un système externe chez soi. Externe à chez soi, un système externe chez un tiers. Et là, on a une augmentation très importante, donc de 13 points. On passe de 14% à 27% de gens qui vont stocker d'une manière déportée, donc chez la famille, par exemple, ou un proche, leurs données. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des risques, que ce soit des risques physiques ou des risques logiques sur ces données dans un usage personnel, et donc de le déporter vers un tiers, chez un tiers de confiance, fait énormément de sens. Et puis là aussi, on a une augmentation dans un cloud commercial, donc ça veut dire qu'il y a une facturation donc de stockage de ces données, puisqu'on passe de 33% en 2020 à 44% en 2022. Interaction des mondes personnels et professionnels. Donc là, deux questions de graphique. Utilisez-vous vos équipements personnels pour traiter des données liées à votre activité professionnelle? Et à l'inverse, utilisez-vous vos équipements professionnels pour traiter des données liées à votre activité personnelle? On voit que il y a une utilisation des équipements personnels à des fins professionnelles qui sont assez importantes. Sur les 52% des internautes qui sont concernés, c'est-à-dire qui sont actifs, eh bien, on a une réponse oui à cette question contre 36% en 2018. Donc là encore, on peut considérer que la crise sanitaire a eu un impact. On va utiliser de plus en plus, en tout cas, on utilise de plus en plus son équipement personnel pour une utilisation professionnelle. Et pour nous,
professionnels, pardon, de la sécurité et de la sensibilisation, on essaie tous de le faire. Ben, c'est un élément important parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on prenne en compte évidemment le fait que de plus en plus de personnes utilisent des équipements personnels pour accéder à des systèmes d'information. Donc le débat, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, là c'est un état de fait et donc à nous de nous adapter. Vous aurez beaucoup plus de détails dans l'étude disponible demain. On fait un petit focus sur le télétravail. Là, on est bien pour des salariés d'entreprise, lesquelles entreprises sont dotées d'un système d'information. C'est un point important, c'est 16% des internautes. Et là, donc 42% de ces salariés se connectent souvent ou très souvent à distance à leur réseau professionnel. On avait donc ça représente aujourd'hui 75%, si on prend donc les parfois, les souvent ou les très souvent. Donc il ne reste plus que 25% qui ne se connectent pas à leur système d'information d'entreprise. On était à 40% en 2020. Donc évidemment, en 2 années, on a vécu des choses qui ont fait que on fasse de plus en plus de télétravail. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est de suivre donc dans la prochaine étude si cette tendance continue d'augmenter ou si à un moment, effectivement, là aussi, on va atteindre un certain plafond de verre. Un gros tableau, donc à titre personnel sur Internet, donc smartphone et ordinateur, quelles sont vos habitudes? Donc là, on a listé l'ensemble des pratiques identifiées, de choses qu'on pouvait faire sur Internet. Alors peut-être que vous ne voyez pas là, par rapport à la résolution de l'image, mais encore, vous aurez tout ça dans le détail. Mais on a joué en ligne, faire des visioconférences personnelles, télécharger de la musique, visioconf qui n'était pas dans la liste précédemment. Donc quand on fait le calcul des réponses apportées par les internautes sondés, en 2020, il y avait en moyenne 6,9 usages parmi toute cette liste qui étaient faits. Cette année, donc, il y a 8,6 usages différents. Donc, il y a beaucoup plus de pratiques d'Internet, d'utilisation de pratiques d'Internet, d'usage, je vais reprendre le titre, qui sont réalisés par les internautes. Et puis quand on regarde dans le détail, il y a des choses qui sont assez amusantes, mais pas si surprenantes que ça. On voit, alors pour un vieux comme moi, c'est au début, voilà, c'est assez surprenant. Mais quand on réfléchit, quand on regarde autour de soi, c'est un peu moins surprenant. Il y a une baisse importante de la part de l'utilisation des emails, puisqu'on passe de 91% à 84%, et de la navigation web sèche, je vais dire, entre 89%, enfin de 89 à 80%. Donc, et là, on est bien dans un usage personnel à son domicile. Et j'ai la chance d'avoir des ados et pré-ados à la maison, et je me rends compte effectivement que eh bien, ils n'utilisent plus jamais l'email. Ils vont utiliser des réseaux sociaux, ils vont discuter, pas citer des noms de plateformes, mais avec des outils plus modernes que l'email. Donc, le sondage me donne un petit coup de vieux, mais en tout cas est là aussi très enrichissant par rapport aux nouveaux usages, en particulier que les jeunes peuvent avoir. Et puis, je parlais d'évolution du questionnaire. On a évidemment pris en compte l'actualité qu'on a tous vécue. Donc, la prise de rendez-vous médicaux a été réalisée par 83% des sondés. Les visioconf personnels, les apéros visio qu'on a pu faire en 2020-2021 sont pratiqués à 54%. Et puis la consultation médicale par Internet aujourd'hui à 38%. Alors si la législation évolue, le chiffre sera peut-être revu à la baisse en fonction de ce qui sera retenu. Les achats en ligne, parmi les conditions suivantes, lesquelles exigez-vous pour accepter de payer en ligne? Lionel a fait un petit peu référence dans son introduction. Il y a des chiffres qui sont assez surprenants et puis après des comportements qui sont pas forcément associés à ça. Là, on voit que c'est assez dramatique. On a une baisse générale extrêmement importante des conditions qui vont permettre à internautes d'acheter en ligne. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de prise de conscience de l'importance de la sécurité, puisqu'on voit une chute dramatique de 83% à 54% à la question si le site est apparemment sécurisé. On a un peu la même chose sur l'ensemble des autres questions. Donc, on a beaucoup réfléchi dans le groupe de travail sur ce sujet. On voit deux analyses. La première, c'est que, a priori, de nouveaux internautes entre 2020
et 2022 ont réalisé des actes d'achat, internautes qui ne le faisaient pas au préalable, donc ils sont un peu moins matures très certainement, parce qu'ils sont sûrement moins fait avoir que les autres, mais peut-être un petit peu moins matures sur le sujet. Et puis une autre analyse un peu plus optimiste, on va dire, c'est que de plus en plus, là aussi c'est un état de fait, les gens achètent à travers des applications, et donc la notion de sécurité est plutôt, on pense, embarquée dans l'utilisation de l'application. On va plus sur un site web avec son navigateur, on va directement dans l'application, on va acheter dans l'application, et là on va considérer que la sécurisation, elle est native à l'application qu'on va utiliser pour effectuer ces achats en ligne. Et puis un point assez surprenant aussi, à voir si c'est une tendance qui va perdurer. On a une hausse de la condition exigée concernant les crypto-monnaies, parce que c'est un chiffre très important, on est sur des chiffres bas, mais quand même, c'est assez représentatif, puisqu'une augmentation très très importante. Donc, on avait 1% des internautes qui mettaient comme condition le fait que le site accepte des crypto-monnaies donc en 2020, et on passe à 5% en 2022, et même à 14% chez les jeunes. Après, dans la pratique, est-ce qu'il y a beaucoup de transactions en crypto-monnaie? C'est pas à nous de le définir, mais en tout cas, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les acheteurs en ligne. Il n'y a pas de message vers les sites de e-commerce. Troisième volet, donc la perception et la sensibilité aux menaces et aux risques. On a un sujet là un petit peu compliqué, parce que la question qui est posée, c'est est-ce que selon vous, Internet met en danger votre vie privée? Et donc là, on revient sur des chiffres de 2016, alors qu'on avait eu historiquement, depuis les études donc de 2018, 2020, 2022, un risque, une prise en compte du risque importante. Là, on bascule, le risque faible augmente par exemple de 4 points. Donc, c'est pas forcément très positif dans la prise en conscience de la menace que peut peser Internet sur la vie privée, alors que l'actualité malheureusement montre assez souvent qu'il y a beaucoup de cas où il y a eu des impacts de l'utilisation d'Internet sur la vie privée. Donc à suivre là encore les différentes évolutions. Et puis donc on parle là de la prise en compte et des dangers potentiels d'Internet sur la vie privée, et ensuite on parle vraiment de l'importance de la vie privée en tant que telle. Donc là, assez paradoxalement, beaucoup de gens continuent à penser que la vie privée c'est important. Donc voilà, comment analyser ça, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc entre le moment où on dit Internet n'est pas forcément une source de danger pour ma vie privée, mais c'est un sujet qui est quand même important. Donc, et puis quand on regarde dans le détail, c'est important donc pour les ouvriers, c'est plus important pour les ouvriers, les professions intermédiaires et les employés que les autres catégories de population. Donc, la question est posée également, quels sont les risques que fait peser Internet sur les mineurs. En 2020, à la question aucun risque, pas du tout. Il y avait 0% d'internautes qui répondaient que Internet n'était pas risqué pour les mineurs, ou tu faisais poser un risque sur les mineurs. Aujourd'hui, on a 2%. Donc, il y a une nouvelle catégorie de population qui considère que non, un mineur n'est pas en danger sur Internet. L'idée, c'est pas de faire peur, en tout cas, mais voilà, d'accompagner dans les usages. C'est un peu surprenant, un peu stress, enfin, ça fait un peu peur. Bon. Et puis, d'une manière générale, grande majorité de la population, de moins en moins, considère que le risque est important pour les mineurs, puisque on avait 84% de la population en 2020 qui considérait que ce risque était très important. Là, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 90%. Et puis, après, évidemment, quand on regarde dans le détail, la tranche d'âge des 15-29 ans arrive en tête, en considérant que le risque est peu important. Et les 75 ans, eux, considèrent que ceux qui pensent que le risque est extrêmement important. Avec plus de détails et une explication peut-être un petit peu plus claire dans le rapport qui vous sera proposé demain en libre accès sur le site du CLUSIF. La question est également posée concernant les paramétrages de sécurité et de confidentialité. Donc, dans les deux cas, les internautes effectuent ou disent effectuer donc des paramètres, des vérifications de sécurité et confidentialité. A priori, les jeunes déclarent
Très certainement parce qu'ils sont plus utilisateurs évidemment que les populations plus âgées, mais les jeunes déclarent à 61% qu'ils vérifient leurs paramètres sur les réseaux sociaux, donc de sécurité et de confidentialité. Et puis, sans surprise, les personnes de 75 ans déclarent le faire un petit peu moins. Question très intéressante aussi concernant le stockage local, le niveau de confiance des internautes entre le stockage local et le stockage dans l'informatique en nuage. Euh, on a une baisse des internautes qui n'ont pas d'avis. Hein. On voit que la partie grise qui représente aujourd'hui 25% en 2022 représentait 32% en 32% en 2020. Donc il y a de moins en moins de personnes qui n'ont pas d'avis, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et après donc on voit que ça se transfère. Les gens qui n'avaient pas d'avis aujourd'hui considèrent plutôt que le risque local est supérieur au cloud. Donc pour tout ce qui concerne donc la confidentialité des données, les gens ont plus tendance à faire confiance au cloud, donc dans une informatique qu'ils ne maîtrisent pas forcément, plutôt que en local. Et ça sera à réfléchir par notre communauté, puisqu'il y a peut-être des accompagnements à prévoir à notre niveau pour expliquer que il peut y avoir aussi une confiance dans. Il peut y avoir confiance dans le cloud, évidemment, il n'y a pas de sujet, mais aussi au niveau des données qu'on peut stocker en local. La tranche des 60-74 ans pense que l'hébergement dans le cloud est plus risqué, et ça c'est la seule tranche de la population qui a cet avis. Et on a pour la partie destruction de données sur la droite, le risque local lui aussi est plus élevé que dans le cloud. Incident de cybersécurité, donc on a de la liste des causes hein, qui sont données à droite. Ça c'est pas bon du tout non plus, hein, pas forcément sans surprise quand on suit l'actualité, mais en tout cas ça se retrouve aussi au niveau des internautes. On a une explosion du nombre d'incidents là sur la dernière étude après une baisse qu'on avait depuis 2016. Quand on pose la question de savoir si les internautes ont connu des incidents sur ces données dans les 24 derniers mois sur leur ordinateur, sur leur smartphone, tablette ou et dans le cloud, eh bien, on voit une explosion. Donc, par exemple, sur l'ordinateur, ça représente plus 60%, hein, les 24% par rapport aux 15% qui sont entrecrochés, une fois de plus, qui représentaient les données issues de l'étude 2020. On passe de 10% en 2020 sur le smartphone tablette à 20%, ça fait une augmentation de 100%. On double le nombre de personnes qui ont répondu à la positive sur ce sujet-là. Et puis, encore plus, dans le cloud, ils étaient 6%, nous étions 6% en tant qu'internautes à avoir rencontré des incidents de cybersécurité dans le cloud. On est 17% à l'avoir rencontré sur cette étude. Donc, on voit que c'est une augmentation qui est évidemment extrêmement inquiétante, quel que soit l'ensemble du support. L'augmentation de la perception, là c'est perception de l'évolution du risque. Là, on sonde les internautes de savoir où sont les dangers. Eh bien là aussi on voit que ça augmente tout simplement. Il y a plus 7 points donc pour la catégorie ordinateur, on a plus 12 points pour les tablettes et les smartphones, et pour les objets connectés, l'augmentation est encore plus importante puisque ils considèrent qu'il y a une exposition au risque à 37% des internautes sur ces objets connectés. Tous les détails sont sur la droite, on n'a pas forcément de chiffres en baisse. Une autre question qui est très riche d'enseignements, c'est les menaces qui pèsent selon vous sur votre informatique. Il n'y a pas de bouleversement dans la hiérarchie. Il y a une chose pour le coup qui est très positive, c'est que on a introduit dans les questions cette année l'escroquerie par SMS. Il y avait historiquement à la carte bancaire par SMS, on avait le phishing, l'hameçonnage classique par email. Aujourd'hui, on a introduit l'hameçonnage par SMS et il passe directement à la deuxième position. Donc, on a souvent des victimes qui se posent la question de savoir comment, par exemple, les gens ont obtenu leur numéro de téléphone. Ils se posaient pas la question sur l'adresse mail, alors que c'est plus facile de prédire un numéro de téléphone, ce sont des numéros qui s'incrémentent, et donc si on envoie
à des milliers de numéros en juste changeant un digit, évidemment, on va forcément tomber sur des gens. Alors, les emails, c'est plus compliqué, mais voilà. En tout cas, ça, c'est plutôt une bonne chose parce que il y a une vraie prise de conscience que potentiellement, même à travers ces numéros de téléphone, et nous, notre communauté, depuis communique relativement peu sur le fait que aujourd'hui aussi, effectivement, on puisse être victime via son téléphone, via SMS. Donc voilà, il y a cette prise de conscience qui, pour le coup, est positive. Et puis, un sujet qui a fait beaucoup de victimes aussi, c'était l'arnaque à chantage à la webcam. Qui faisait croire que les gens avaient été piratés suite à une consultation de sites pornographiques. Ça baisse de 3 places. Donc, de moins en moins de gens ont reçu cette tentative d'arnaque. Quatrième et dernier volet, donc moyens et comportements de sécurité. Donc là, quels moyens de protection utilisez-vous pour garantir la sécurité de votre ordinateur, smartphone ou tablette? On a par exemple le mot de passe au démarrage, la sauvegarde des données, la sécurisation de la connexion Wi-Fi. Il n'y a pas d'évolution générale, les chiffres, il n'y a pas de chiffres à la baisse, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis donc quand on est à la hausse, on est à une hausse pas très importante concernant les ordinateurs. Par contre, pour tout ce qui est téléphone et tablette, là, on voit qu'on a des augmentations très importantes. Par exemple, l'antivirus qui équipe, en tout cas c'est déclaratif, mais qui est supposé équiper 53% des internautes aujourd'hui, donc en 2020, en 2022, a priori 69% des internautes sont utilisateurs de ce type de solution de sécurité. Et donc les moyens techniques et ensuite les bonnes pratiques, toujours les deux, la technique pour se protéger, mais aussi les bons usages. Là aussi, on pose différentes questions. Donc, quel comportement et bonnes pratiques adoptez-vous pour garantir et améliorer la sécurité de vos usages numériques? Là, on a des évolutions pour le coup qui sont assez importantes aussi. Donc, on a 14% des internautes qui déclarent supprimer les cookies. On a 13% des internautes qui déclarent changer fréquemment de mot de passe. Évidemment, comme c'est pas contrôlé, contrôler, c'est-à-dire on peut considérer, on doit considérer que ce sont des choses qu'ils font réellement. Donc ça, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. L'utilisation d'un VPN ou de Tor augmente également avec plus 12 points. Et puis, on n'a pas créé un compte ou activé un compte administrateur sur son ordinateur. C'est plus 11 points qui permet d'éviter de faire beaucoup de bêtises. La question du RGPD est évidemment traitée également dans le cadre de cette étude depuis quelques années. Et donc là, ce sont des bonnes nouvelles puisque les internautes, à la question donc vous sentez-vous suffisamment informé sur l'exercice de vos droits sur Internet, eh bien il y a une forte progression. On voit en rose, orange 33% donc pour exiger l'effacement définitif de vos données donc sur 2020. Là, on approche des 50%. Donc voilà, l'augmentation elle est assez constante et donc on peut considérer que la prochaine étude, la grande majorité de ces droits permis par le Règlement général de la protection des données seront majoritaires justement dans la population. Donc aujourd'hui, par exemple, le droit à l'information, les gens considèrent qu'ils ont suffisamment d'éléments par rapport à ça à 50%, le droit d'accès 47%, le droit effacement 49%. Voilà, donc ça représente une hausse assez importante et dont on ne peut que se réjouir. Les aspects remédiation, donc parfois donc les gens ont été victimes, on l'a vu. Ce sont encore aujourd'hui les solutions maison qui sont privilégiées. Donc j'ai réparé moi-même l'ordinateur, donc ça c'est une excellente chose. Mais on a quand même donc des percées notables. On a fait appel à un tiers payant. C'était 28% pour l'ensemble des internautes. Je vous dis une bêtise. Oui, c'est ça, 40%. Non, celui-ci baisse, pardon. Par contre, donc il faudra corriger. Par contre, payer la rançon, malheureusement, là pour le coup augmente. Donc c'est la dernière barre. Et puis trouver de l'assistance sur cybermalveillance.gouv.fr, là aussi augmente puisqu'on passe de 3% pour l'ensemble des internautes à
à 7%, et pour ceux qui ont subi un incident les derniers mois, 4% à 8%. Excusez-moi pour l'impair concernant l'appel à un tiers. On corrigera ça. Et puis donc le sentiment de sécurité en général, donc peu d'évolution. En 2020, 9% des internautes n'avaient pas de perception tranchée sur leur niveau de sécurité globale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4%. Par contre, ceux qui n'avaient pas d'avis aujourd'hui basculent plutôt vers un sentiment d'insécurité, puisque c'est assez stable sur le reste. Par contre, sauf comme je l'ai dit, pour le sentiment d'insécurité, puisque on passe de 37% en 2020 à 32%, en 2022, à 32% en 2020. Donc tout ça étant détaillé dans l'étude que vous aurez disponible demain. Il nous reste du temps pour les questions. Donc je ne sais pas si Lionel, tu as déjà des choses. Alors, merci. Pardon, merci beaucoup Jérôme, effectivement, pour cette présentation. Alors, je redis, comme l'a également dit Jérôme, le rapport fait une 40aine de pages et bien plus complet. Vous aurez tous les éléments détaillés dedans. Il sera mis en ligne dès demain. Concernant les... Pardon, oui. Il faut que je montre ma tête. Voilà. Concernant les questions, pour le moment, pas de questions. N'hésitez surtout pas dans l'onglet questions à les poser. Alors, en attendant que les premières questions arrivent, moi j'en ai. On voit qu'effectivement la maturité des internautes augmente avec une prise de conscience que l'exposition générale au risque elle-même augmente. Donc ça, c'est plutôt factuel. Voilà, on le prend en compte comme tel. Et pourtant, en parallèle de ça, on voit qu'on a une baisse de la perception du risque sur les données, en particulier, et quel que soit le support. Comment le groupe d'experts peut-il analyser cela? Je vais vous référer à l'enquête parce que c'est très compliqué à répondre à cette question. On s'est beaucoup interrogé. On n'a pas forcément une réponse à date. Donc, je suis désolé. Vous voyez qu'on n'avait pas préparé les questions parce qu'on n'est pas dans un jeu de l'école des fans. Donc, non, c'est vraiment très compliqué. Il y a vraiment des incohérences. Alors, c'est pas des incohérences de chiffres, mais il y a des incohérences dans les réponses. Certes, pas beaucoup dans l'étude, mais il y a quand même des incohérences effectivement entre la manière qu'ont les gens de percevoir le risque et les bonnes pratiques. Et donc ça, c'est, je pense, pas forcément que dans le monde du cyber. On pourrait reprendre également le monde de la sécurité routière. C'est pas parce qu'on a conscience du risque qu'on fait pas parfois n'importe quoi. Et malheureusement, on ne pourra limiter, je pense, ces choses-là que si on continue d'expliquer que oui, évidemment, on peut aller sur Internet. Il n'y a pas de sujet là-dessus. L'idée, c'est pas de faire peur. On est tous usagers du numérique. Si on n'allait pas sur Internet, on ne pourrait pas échanger aujourd'hui là. Mais voilà. Mais par contre, de prendre conscience du risque et surtout de respecter les bonnes pratiques, parce qu'il n'y a que avec ces bonnes pratiques que on va éviter d'avoir des problèmes de cybersécurité. Ok. Alors effectivement, et pour rebondir, pour aussi suivre cette étude de longue date, c'est vrai que c'est une question récurrente et comme tu l'as dit, on l'avait pas préparé, mais c'est une question récurrente sur laquelle il y a encore un certain nombre d'interrogations. Peut-être que les années prochaines nous éclairciront un petit peu le sujet. Alors il y a une première question qui vient de tomber. L'étude fait-elle remonter des cas de ransomware ayant visé le grand public, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est réellement dédié, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, aux entreprises? Alors, ça reste à la marge. J'ai arrêté le partage, mais j'ai l'étude sous les yeux. Ceux qui ont payé les rançons sont très peu nombreux. Et nous, côté cybermalveillance, on voit une évolution depuis maintenant 2 ans à peu près, d'une relative baisse du nombre de rançongiciels sur les particuliers. Donc, les cybercriminels qui s'organisent ont de moins en moins envie de passer du temps avec des particuliers pour gagner 200, 300, 500 euros. Je parle de vrais rançongiciels, pas de faux comme la fraude à la réparation informatique, parce que voilà, ça passe pas forcément à l'échelle. C'est même s'ils peuvent automatiser beaucoup de choses, mais voilà, ils vont plutôt préférer s'adresser à des professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Malheureusement, il n'y a pas de discrimination là, pour justement potentiellement obtenir soit le paiement d'une rançon, on le sait, mais aussi, surtout maintenant, depuis là aussi 2-3 ans,
copier les données pour les revendre à d'autres, pour mettre la pression sur la structure, pour qu'elle puisse payer la rançon. Donc, il y a moins d'intérêt des cybercriminels d'adresser le grand public sur du rançongiciel, parce que voilà, la rentabilité est quand même beaucoup plus importante pour les professionnels. Ok. Une autre question, est-ce que l'étude remonte le taux de confiance des usagers dans les antivirus? Non. Alors, on pourrait extrapoler, parce qu'on se permet de le faire peut-être. En tout cas, il y a toujours un taux d'équipement important des antivirus. Je l'ai évoqué sur les tablettes et les ordinateurs. Hein, j'ai le graphe sous les yeux. Voilà, on a une augmentation de 16 points. Les gens nous disent être équipés de solutions antivirales à 53%. Nous disaient en 2020 et nous disent être équipés à 69%. Donc 16 points sur une étude comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Donc on peut considérer, sans extrapoler trop, donc que si les gens s'équipent de ce type de sécurité, c'est qu'ils ont une certaine confiance, en tout cas une certaine envie de se dire que ça va leur permettre de se protéger. Donc je pense que on peut considérer, une fois de plus, que là, il y a un niveau de confiance qui est augmenté par rapport qui augmente par rapport à ce type de solution. Et alors, en complément de cette question, est-ce que l'étude identifie la confiance dans les antivirus en fonction du fait qu'ils soient gratuits ou payants? Alors non. Et c'est une vaste question à laquelle moi je n'ai pas de réponse. Ça dépend vraiment des usages. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai encore une de mon côté, toujours non préparée. Désolé, Jérôme. Alors, en fait, on peut aussi se demander si le comportement des internautes n'est pas quelque part, d'une certaine manière, que la continuité de ce qu'ils font dans leurs entreprises, avec peut-être moins de contraintes, parce que dans les entreprises, il y a souvent un cadre plus contraignant. Et du coup, la question que cela m'amène, c'est comment les structures, qu'elles soient étatiques ou les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent aider les internautes à s'acculturer, à se sensibiliser à cette problématique. Là, c'est une question qui est un peu guidée sur notre dispositif. En tout cas, je vais la prendre comme telle. Nous, quand on a créé le dispo, on a considéré qu'on devait faire des alliés des entreprises et des collectivités pour qu'elles nous aident à sensibiliser le grand public, justement. Donc, d'utiliser ce canal-là. C'est pour ça qu'on a très vite produit du contenu qui, dans l'esprit, était très orienté usage personnel. En considérant que des règles de base, pourquoi les mots de passe, pourquoi on doit changer ses mots de passe, pourquoi on doit faire ses sauvegardes, pourquoi on doit faire ses mises à jour, les bonnes pratiques classiques qu'on connaît tous dans notre domaine, mais malheureusement que les gens dans la rue ne pratiquent pas toujours. Et donc voilà, on a travaillé sur du contenu de ce type-là, et ensuite on a essayé d'expliquer aux entreprises, vous allez avoir un intérêt à distribuer ces contenus parce que si l'internaute il fait bien attention chez lui, s'il a compris pourquoi il faut changer les mots de passe, pourquoi il faut faire des sauvegardes, pourquoi il faut faire ses mises à jour, eh bien, il aura un comportement plus vertueux quand il viendra travailler chez vous. Et donc, voilà, de faire des alliés des entreprises. Et c'est pour ça, par exemple, que tous nos contenus sont sous une licence ouverte qui, normalement, permet à n'importe quelle structure de, par exemple, rajouter son logo à côté d'une autre pour permettre qu'il y ait une meilleure appréhension du collaborateur. Quand il voit le contenu, il dit, bon, il y a la Marianne, il y a le logo de ma structure, je regarde un peu plus en détail qu'un truc qu'on m'envoie et que j'ai pas forcément beaucoup porté attention. Donc voilà, il y a évidemment je vais pas parler de RSE parce que ce serait galvaudé, mais voilà, en tout cas il y a un vrai intérêt pour les entreprises pour se protéger elles-mêmes, évidemment, que leurs collaborateurs aient compris les bonnes pratiques, mais aussi les bonnes pratiques chez eux à titre perso. Et d'ailleurs, juste pour terminer, on voit justement avec l'utilisation des équipements personnels pour se connecter au système d'information d'une entreprise, si un internaute fait n'importe quoi sur son laptop perso,
et qui se connecte en VPN ou autre dans son entreprise, il y a des risques importants pour l'entreprise. On l'avait vu pendant le premier confinement en mars, énormément de structures qui sont tombées très vite, publiques et privées, parce que ils ont mis très vite le télétravail en fonctionnement sur des équipements perso, et les équipements perso étaient verrouillés de partout, donc ça a verrouillé les systèmes d'information des entreprises et des collectivités. Merci. Une dernière question. On sait que les internautes utilisent pour beaucoup le cloud. Est-ce que l'étude fait remonter la notion de cloud qui serait plus sécurisé que d'autres ou pas? Je pense pas que ce soit le rôle de l'étude. L'ANSSI fait énormément de travail sur le sujet avec le cloud de confiance, des règles strictes de stockage. Je pense pas que ce soit destiné, en tout cas dans un premier temps, aux particuliers. Après, pour les structures, en tout cas, les particuliers qui se poseraient la question d'un cloud de confiance, je pense qu'assez facilement, elle pourra trouver de l'information qui lui permettra de choisir un hébergeur qui dispose de tous les visas qui vont bien par rapport à ça. Donc voilà, mais une fois de plus, l'étude n'a pas, je pense, à traiter de ce sujet-là, qui est quand même très très précis. Ok, allez, la toute dernière qui vient de tomber. L'étude indique-t-elle, par quels moyens les internautes sont sensibilisés aux bonnes pratiques de cybersécurité selon leur statut? Le fait d'être salarié, d'être retraité, d'être jeune de 15 ans ou moins, enfin ou plus, pardon. L'étude porte vraiment sur les comportements, les menaces, l'appréhension du risque, pas sur comment eux-mêmes sont adressés. Ça pourrait être une étude extrêmement intéressante, mais là encore, je ne sais pas si c'est la vocation de cette étude d'aller dans ce niveau de granularité pour les internautes. Ok. Je propose que l'on s'arrête là. Il n'y a plus d'autres questions. Juliette, tu reprends la main. Bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Le rapport devrait être publié très bientôt sur le site du CLUSIF et le replay également de cette conférence, qui sera après le travail de notre partenaire vidéo, sera publié également sur clusif.fr en accès libre. Merci encore de votre participation. Merci Lionel. Merci Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr et à très bientôt.